Voilà, et bien pour cette nouvelle interview, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Monsieur Alain Berenbaum. Bonjour. Bonjour. Donc, pour vous situer, voilà, vous êtes né en 1947, vous êtes avocat, chroniqueur et écrivain. Notamment. Et Enfin, un certain nombre d'autres choses encore. voilà, et comme pas mal de monde, je veux dire, moi je suis tombé sous le charme de votre écriture en lisant La position du missionnaire roux, votre premier succès qui remonte à Et 1990. qui est mon premier roman. Voilà, donc un roman que j'ai trouvé très très drôle et d'une sensualité folle. Et donc, C'est ce que dit ma femme aussi. Oui. voilà. Et donc j'aimerais bien savoir un petit peu comment vous vous définissez en tant qu'auteur. Ah, voilà une question particulièrement piège. Je ne me définis pas d'abord en tant qu'auteur. J'ai besoin d'écrire et j'ai le plaisir d'écrire. Donc je prends ma feuille blanche ou mon écran d'ordinateur parce que je travaille indifféremment sur l'un ou sur l'autre matériau. Et puis quand une histoire s'est installée inconsciemment dans ma tête, elle sort de ma plume ou du clavier. Vous travaillez beaucoup vos textes? Par contre, c'est ça. Alors, je fais donc un premier jet, ça met un certain nombre de mois généralement, parce que comme d'avance, je n'ai pas de plan. J'écris une histoire d'habitude à partir d'une première scène que j'ai, et je ne sais pas si ça va donner une nouvelle ou un roman, ou rien du tout. C'est déjà arrivé aussi qu'au bout de 20 pages, je me rende compte que je suis dans une impasse et que j'arrive à rien, alors bon, je laisse tomber. Et sinon, c'est vraiment, si l'histoire a démarré, les personnages me tirent et me tirent jusqu'au dénouement de l'histoire. Alors une fois que j'ai fait le premier jet, en effet, je travaille beaucoup, je retravaille beaucoup. Et chaque fois que j'écris le lendemain, je reprends ce que j'ai écrit la veille et je retravaille. C'est important de simplifier le plus possible le langage. C'était d'ailleurs la leçon de Colette qui disait... je crois que c'est Simenon qui rapportait cette rencontre qu'il avait eue avec Colette, qu'il admirait beaucoup. Surtout ne faites pas littéraire. Quand vous avez une belle phrase, eh bien, vous avez écrit une phrase magnifique qui sonne en français de manière spectaculaire, vous la barrez et vous la mettez à la poubelle. Il ne faut surtout pas ça. Effectivement, un livre, c'est un peu comme un film, ça doit être en mouvement. Et donc, il faut que le lecteur soit pris dans le rythme de l'histoire, de la phrase des personnages, le maelstrom dans lequel l'auteur l'entraîne, et surtout pas qu'il soit arrêté par la beauté des fioritures. Voilà. Et donc, moi, je suis tout à fait cette leçon-là, qui est d'ailleurs aussi celle de Simenon, bien sûr. Alors ce rapport avec... Parce qu'on parle à un liégeois. Oui, tout à fait. Donc ce rapport avec la sensualité, la sexualité, je pense que vous avez défendu publiquement aussi le film Empire des Sens. Oui. On peut dire que vous êtes un enfant de la révolution sexuelle? Oui, c'est-à-dire que j'étais effectivement ado dans les années 60. J'étais à l'ULB étudiant en 68. Et donc, j'ai en effet vécu cette liberté-là qui collait parfaitement à l'époque. Autrement dit, aujourd'hui, ou d'ailleurs quelques années plus tard, avec le recul, on pouvait l'analyser, s'émerveiller, se choquer, comme encore d'ailleurs Copé il n'y a pas très longtemps. Mais sur le moment même, on a vécu ces moments de manière parfaitement naturelle, comme étant tout simplement le reflet de l'époque. Et donc, moi, je n'ai pas eu le sentiment de vivre une révolution. Le mot révolution donne l'impression que les gens descendent dans la rue avec des panneaux, comme mai 68. C'était pas du tout ça, la révolution sexuelle. C'était tout simplement un mouvement naturel des hommes et des femmes. C'est vrai que ça correspond aussi avec l'apparition de la pilule. Donc, c'était très vite devenu, je dirais, non seulement un réflexe naturel, mais ça induit immédiatement des rapports de liberté qui étaient tout naturels, parce que moi, je ne l'ai pas connu avant, justement. Donc, pour moi, c'était évident, cette liberté-là. Mais ça a très certainement, très largement imprégné ce que j'ai écrit, comme vous le relevez. Alors, votre présence ici, c'est aussi l'occasion d'aborder votre actualité, qui est d'abord Monsieur Optimiste. Donc, vous avez apporté un exemplaire ici, prix Rossel 2013. Comment vous vivez ce succès
prix Rossel, c'est pas rien quand même. C'est un Non, peu je suis assez surpris à vrai dire parce que au départ, Monsieur Optimiste était un livre que je destinais plutôt à mon fils, puisque c'était une histoire familiale. Oui, c'est l'histoire de vos racines. C'est l'histoire de l'immigration de mon père, de ma mère. Mon père venait de Pologne, ma mère de ce qui est aujourd'hui la Lituanie, mais qui à l'époque était la Russie. Et bon, ils sont venus en Belgique, ils ont passé la guerre avec bien des difficultés. Et puis ils ont fabriqué un petit Belge, et c'est évidemment le petit Belge de souche qui d'une certaine façon essaye d'expliquer son identité belge à travers ses racines de l'Est. Mais ce n'était pas un livre destiné en principe au public, c'est évidemment celui qui marche le mieux, c'est toujours comme ça, on se trompe toujours. Et je ne pensais même pas que ça intéresserait un éditeur parce que je pensais que c'était plutôt une quête personnelle et sur moi-même, sur mon identité et sur l'histoire de mes parents que je connaissais très mal parce qu'ils me l'avaient très largement occulté, qui ferait l'intérêt pour moi en tout cas de ce livre. Ce livre, c'était un essai de reconstitution d'un puzzle qui était la vie de mes parents dont je n'avais pratiquement aucune pièce. Et donc, ce livre est aussi une espèce de roman policier dans la mesure où c'est une enquête sur pourquoi mes parents n'ont rien dit et qu'est-ce qu'ils m'ont caché. Et donc, heureusement, ils avaient laissé des lettres de leurs parents, des documents administratifs. J'ai retrouvé des documents aux archives du Royaume qui sont notamment les rapports de la police des étrangers, puisqu'il y avait des flics qui suivaient en tout cas mon père, qui était militant et laïque de gauche et qui fréquentait des militants communistes sans l'être lui-même. Bon. Et ainsi, et des documents à l'Université de Liège, puisque mon père a étudié la pharmacie à l'Université de Liège venant de Pologne, où les études universitaires étaient impossibles pratiquement pour les juifs à l'époque. Il y avait en tout cas un quota qui était très, très bas. Et donc, c'est peu à peu, en faisant l'ensemble de ces découvertes, en traduisant des lettres polonaises que mes parents avaient conservées, qui étaient des lettres écrites en polonais par notamment la mère de mon père, ma grand-mère, une de ses sœurs aussi, que peu à peu ce livre ainsi s'est nourri et qu'il a pris cette ampleur. Et puis bon, quand on est écrivain, finalement, on a quand même envie d'être édité. Pourquoi? Presque pour terminer le livre. Sinon, on a l'impression qu'il n'est jamais terminé. Il y a un moment où il faut pouvoir se dire, je m'en débarrasse d'une certaine façon pour passer à autre chose. Et l'éditrice a beaucoup aimé, m'a dit non, mais ça, si, on va l'éditer, c'est pas... Il n'y a pas seulement un exemplaire pour ton fils. Bon. Et voilà, et donc c'est une très belle aventure, puisque ce livre, en effet, manifestement rencontré un public qui est très enthousiaste, et évidemment, ça me touche beaucoup. Faut dire en même temps, c'est mon livre le plus personnel. Oui. Et en plus, il colle à l'ère du temps, puisqu'on est à une époque où on parle de nouveau beaucoup d'immigration, de nationalisme. Oui. Donc, vous pensez que le succès est dû aussi parce que le livre est arrivé au bon moment? Oui, je pense qu'un livre arrive toujours au bon moment, dans la mesure où un écrivain n'est jamais dans sa tour d'ivoire, et que quand il écrit, il reflète l'ère de son temps, en le sachant ou en ne le sachant pas. Et donc, si j'ai plongé dans ce livre-là, c'est sans doute aussi parce que ça correspondait à l'ère du temps. Mon livre précédent, d'ailleurs, était déjà d'une certaine façon un livre sur l'immigration. C'était un polar qui se passe à Liège. On n'arrête pas de parler Liège ici, décidément. Ville-Carrefour, s'il en est. Et pas seulement à cause de vous, voilà. Qui s'appelait La recette du pigeon à l'italienne et qui était une detective story, comme on dit en français, avec un détective qui s'appelle Michel Vanneau et qui enquêtait dans les milieux de l'immigration italienne dans la région de Liège, puisque, comme vous savez, une grande partie des immigrés italiens sont entrés par Vive-Nice, et donc c'est à partir de là qu'il va faire son enquête. Et Michel Vanneau est accompagné d'ailleurs de son bon copain qui est un pharmacien qui s'appelle Hubert et qui n'est autre que mon père. Et donc, il y avait une transition toute naturelle après la recette du pigeon à l'italienne, d'aller vers Monsieur Optimiste. Au fond, ces deux livres forment deux pans d'une même histoire, qui est une histoire de l'immigration en Belgique,
l'une italienne, l'autre juive de l'Est, mais à la même époque, et en plus avec un personnage commun qui est ce Hubert, qui dans un cas est un personnage imaginaire inspiré du vrai et qui dans l'autre cas est le vrai. Et donc ça, pour moi, ça forme un binôme complet. Ce personnage justement de Michel Van Loo, une question que je me pose personnellement, comment avez-vous trouvé ce patronyme? Est-ce que ça a un lien avec... Parce que je sais par exemple qu'il y a un peintre qui a porté ce nom, et on sait les écrivains souvent en lien avec la musique ou les arts plastiques. Est-ce que c'est votre cas? Hélas, je vais vous décevoir terriblement. Vous ne me décevez pas. Ça n'a absolument aucune référence culturelle. Van Loo était le nom d'un abominable chocolat que m'apportait toujours ma mère en croyant me faire plaisir, qui était un très mauvais chocolat hollandais. Au lieu de me donner du bon chocolat belge, elle m'apportait du chocolat Van Loo, heureusement disparu aujourd'hui. Il vous a servi. Et donc, voilà. Finalement. Remarquez qu'il y a quelque chose qui a subsisté de ce mauvais chocolat, c'est que Michel Van Loo lui-même est un détective assez médiocre. D'accord. Alors, tant qu'on est à parler de vos projets, un petit mot peut-être sur l'avenir, sur ce que vous nous réservez? Oui, je suis toujours en train d'écrire un livre, donc comme celui-ci est paru en octobre, mais il était terminé évidemment depuis avant les grandes vacances. Donc, au moment des vacances, je me suis lancé dans l'écriture d'un autre livre et qui est j'avais envie d'écrire une nouvelle aventure de Michel Van Loo dont nous venons de parler. Donc, oui. Ça a l'air téléphoné comme ça, mais tout ça n'était pas du tout préparé. Mais voilà, tout ça tient ensemble. Et c'est une nouvelle aventure de Michel Van Loo dans lequel le personnage d'Hubert tient une place importante, puisque le livre, en fait, se passe pour l'essentiel en Israël au début des années 50. Voilà. Au moment où, dans la vérité, mon père, et je le raconte là dans Monsieur Optimiste, a failli immigrer en Israël. Dieu merci, si j'ose dire. Il ne l'a pas fait. Et donc, il y a de nouveau une part d'histoire personnelle dans ce qui sera cette nouvelle aventure de Michel Van Loo. Alors, pour terminer l'entretien, parce que malheureusement 10 minutes ça passe très très vite, vous sortez là d'une séance de dédicace. Vous avez souvent l'occasion de rencontrer vos lecteurs. Vous savez quelles sont les personnes qui vous suivent, quel est le type de public que vous avez? C'est très varié. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un de mes livres qui était la première aventure de Michel Van Loo, Péril en ce royaume, qui avait été finaliste du prix des lycéens, ce qui donne aux 5 finalistes l'occasion d'aller faire beaucoup de lycées et d'athénées dans toute la communauté française. Ça a été une expérience absolument formidable de rencontre avec des classes de 5e et de 6e. Et je trouvais que le contact était très très bien parce que pour ce prix des lycéens, les classes qui accueillent les écrivains finalistes préparent le livre et donc le lisent. Et manifestement, il y avait une lecture extraordinairement bien comprise d'un livre qui pourtant se passe en Belgique en 1947. Donc ça, je trouvais passionnant. Et c'est ce qui se passe ici avec Monsieur Optimiste, qui est un livre qui a rencontré le succès, comme j'expliquais. Et donc je me trouve aussi invité dans des librairies, à faire des conférences, dans des bibliothèques. Ouais. Et le public est extraordinairement varié, et ça c'est magnifique, à la fois des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes plus âgées, des personnes qui ont vécu à la même époque que les années qui sont racontées dans ce livre. Les années de ce livre, c'est de 30 à 1960 à peu près, il n'y a plus beaucoup qui ont vraiment vécu les années 30, enfin, en tout cas les années 40, 50, 60. Voilà, enfin, ça se termine plutôt en 60 ici. Donc. Et il y a un public extrêmement varié. J'étais évidemment très ému aussi d'être invité dans des bibliothèques. Il y avait beaucoup de jeunes et qui manifestement étaient très très intéressés à relire à la lumière d'aujourd'hui l'époque qui est évoquée dans ce livre et qui normalement ne devrait plus rien leur dire, mais qui les intéresse parce qu'en même temps, c'est les racines de la Belgique d'aujourd'hui. Une toute dernière question. Si je vous demande de raconter une anecdote liée aux bibliothèques ou aux librairies, à vos rencontres avec le public, est-ce qu'il y en a une qui vous vient à l'esprit spontanément? Et si oui, laquelle, évidemment? Oui, écoutez, j'ai été un jour invité, il y a quelques années, à un festival du livre au Touquet.
en France. Et je me dis, ah ça c'est marrant, pourquoi est-ce qu'il m'invite? Enfin, c'est un livre qui avait été effectivement distribué en France, mais de manière relativement relativement confidentielle, il n'a pas fait un grand succès en France. Il n'a pas beaucoup de presse. Enfin bon, je me dis, bon, peut-être que le type qui s'occupe du festival a bien aimé mon bouquin, formidable, payait le voyage, on me payait l'hôtel au Touquet, il faisait beau. Donc je me dis, ok, et je pars avec ma petite voiture au Touquet, j'arrive au Touquet et je vois l'organisateur qui me dit « Ah, monsieur Berenboom, nous sommes tellement contents de vous voir, venez, nous avons préparé les livres. » Et en fait, ils n'avaient pas du tout préparé les livres d'Alain Berenboom, mais les livres de Daniel Barenboim, le chef d'orchestre qui venait de sortir à ce moment-là, je crois des mémoires ou un bouquin de ce genre. C'est cocasse, effectivement. Oui. Bien voilà, J'ai renoncé à signer. je comprends. Ben voilà, pour terminer, si vous voulez bien nous faire le plaisir de nous lire un petit extrait de Monsieur Optimiste. Alors, je vais vous lire un extrait. Voyons. Oui, je vais vous lire un extrait qui concerne la Bible. Parce que dans ce livre, je raconte que mon père, qui est un mécréant, qui bouffe du rabbin et du curé à chaque repas, en même temps adorait lire la Bible et me lisait la Bible, que j'étais invité à écouter. Peut-être pas religieusement, mais à peu près. Et donc, voilà, c'est peut-être ça que je vais vous lire. Voilà. La Bible fut la grande émotion de mon enfance. Chaque dimanche matin, mon père m'attendait dans le salon. Je me précipitais dès que j'avais englouti les petits pains à la confiture, qu'un bon belge appelle pistolet, et le verre de café au lait que ma mère appelait les Russes. Installé dans son fauteuil, il attendait que je me sois assis sur le sofa et que j'ai cessé d'agiter les jambes pour commencer sa lecture de la Bible. Son exemplaire avait une couverture noire, un peu décolorée, dont la reliure était sur le point de rendre l'âme. Le texte avait été édité par une association protestante, traduction de Louis II, édité à Paris, imprimé en Grande-Bretagne en 1930, qui contenait aussi le Nouveau Testament, un vrai sacrilège qui aurait mis mon grand-père en fureur. Au début, je l'écoutais sagement, sans trop remuer. Le plaisir de me retrouver en compagnie de mon père, d'entendre sa voix, son accent rocailleux, son ton grave, ses airs, roulés comme des pierres qui dévalent la montagne. Depuis, la voix d'Adam, de Job, de Noé, d'Abraham, de Joseph, de Moïse, du roi David, de Jérémie et des autres ont dans ma tête l'accent de Makouf, c'est la ville où venait mon père. C'est ainsi que je les entends encore lorsqu'il leur arrive de me parler. Mais au bout d'une heure, mon attention commençait à faiblir, tandis que s'étirait la matinée et la lecture. Souvent, je me mettais à jouer tout seul aux gendarmes flamands et aux voleurs wallons. Une fois qu'il était lancé, rien n'interrompait mon père, même son gosse dansant la java autour de son fauteuil. Il était persuadé que la Bible m'entrait de toute façon par quelque part. Louer le Seigneur à longueur de page et traiter rabbin et curé par le mépris, célébrer chaque dimanche les chefs de guerre hébraïques et critiquer les militaires, je n'y ai jamais vu aucune contradiction. Qui d'autre qu'un mécréant est capable d'aimer la Bible? Pauvres enfants pieux, quand on croit en Dieu, la lecture du livre doit paraître si monotone. Si tout est écrit d'avance, à quoi bon espérer? Si nous sommes livrés aux mains du Tout-Puissant, ballottés dans ses desseins mystérieux, pourquoi se battre pour faire reculer la barbarie? Malgré la guerre, mon père a toujours cru que la civilisation progressait, même si elle se faisait au rythme de la procession d'Echternach. À la lecture de la Bible, en tout cas dans la version arrangée par mon père, tout indiquait que Dieu n'existait pas. Un exemple, si Yahvé était vraiment le bon Dieu, qui peut penser qu'il ait mis Moïse à la tête du peuple juif? Parmi tous les membres de notre communauté, n'avions-nous personne de plus représentatif qu'un bègue pour mener notre grande aventure collective? Oui, parce que dans la Bible, on indique, dans le chapitre qui concerne Moïse, que Moïse est un bègue. Je ne savais pas. Un Moïse bègue, quel rabbin peut affirmer sans rire que l'être divin a inventé ça? Un écrivain, oui, mais un Dieu, allons. Et la mort de Moïse, encore l'œuvre de Dieu? Seul un auteur, c'est-à-dire un être cruel et pervers, a pu créer un tel personnage, fragile et pathétique, trahi par son propre frère, le faire aimer et le tuer froidement sous les yeux de son lecteur, juste en vue de l'arrivée. Et le successeur de Moïse, encore un personnage flou,
que jamais un texte vraiment sacré n'aurait pu donner en exemple aux bonnes âmes. Josué, un militaire timide, un peu terne, avait tout pour ne pas plaire ni à son peuple, ni au lecteur. Certes, lorsqu'il prend les choses en main, la situation se simplifie un peu. Le bègue a été éliminé, le veau d'or fondu, on n'attend plus de nouveaux espèces spéciaux, de tables descendant de la montagne au milieu des nuées et autres fariboles. Avec Josué, l'histoire change de nature. Rien que des récits de conquêtes traditionnelles et des batailles ennuyeuses aux résultats connus d'avance. Jusqu'à l'affaire de Jéricho. Après avoir pénétré triomphalement en terre promise, les troupes hébraïques encerclent la ville de Jéricho. On s'attend à un assaut facile, avec le secours du ciel, le doigt de Dieu poussant dans le dos les braves soldats juifs, au lieu de quoi l'histoire dérape, jusqu'à ce que Mel Brooks, un réalisateur cachère, s'empare du fauteuil de Cécile B. DeMille, un goy. Aussitôt, les murailles de Jéricho s'effondrent sous les coups de trompette d'un orchestre jouant affreusement faux. Il fallait une belle dose d'humour et de dérision pour imaginer pareil gag. Ce n'est pas une armée solide et décidée qui s'empare de Jéricho, mais une troupe d'artistes qui fissurent les murs de la ville comme la Castafiore les verres en cristal. Pas étonnant qu'Hollywood ait été créé par des juifs, la traversée de la mer Rouge, l'Arche de Noé, Samson, Rambo, les 10 plaies d'Égypte, les 12 tables, l'orchestre ringard de Jéricho, que de matière à portée de la main pour les producteurs de cinéma et toutes libres de droit. Monsieur Berenbaum, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.